Notre-Dame. Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Charles Calins. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce nouveau numéro d'Orient Extrême. Aujourd'hui, nous voyagerons. Nous voyagerons au Sri Lanka, où le contexte politique peu médiatisé n'en est pas moins préoccupant. Pour nous éclairer, nous recevrons Marie-Sophie Boulanger, journaliste à l'agence presse d'Église d'Asie, que nous retrouvons après une courte pause musicale. Nous retrouvons donc Marie-Sophie Boulanger, journaliste à Église d'Asie. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour. Alors vous êtes venue nous parler de la situation au Sri Lanka. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous rappeler ce qu'il s'y passe depuis 2009 et même avant ? Oui, parce que 2009, c'est-à-dire le moment où la guerre civile a été officiellement terminée entre la partie nord de l'île, qui était gouvernée par ceux qu'on appelait les tigres tamouls, qui avaient fait sécession, et le reste du gouvernement du Sri Lanka. Avant cette période-là, où je crois que la communauté internationale a pensé que les choses étaient terminées, c'est fini, il y avait déjà des troubles très importants au Sri Lanka et une scission au sein de la société sri-lankaise entre l'ethnie tamoule et l'ethnie singalaise. Parce qu'en fait, ce qui a l'air aujourd'hui d'être un conflit religieux, finalement, c'est beaucoup un conflit ethnique. Et ça remonte à des siècles. Très bien, donc vous nous disiez qu'en 2009, les Tamouls avaient perdu la guerre contre le gouvernement sri-lankais. Comment vivent les Tamouls depuis 2009 au Sri Lanka ? Voilà, alors ça c'est quelque chose que finalement on ne sait pas beaucoup. En 2009, il faut savoir que c'est une offensive extrêmement violente qui a mis fin à cette guerre qui a duré 30 ans quand même. C'est l'un des plus grands conflits séparatistes de toute l'Asie. 30 ans de guerre et de guerre civile et surtout de scission entre des parties de l'île dans laquelle on ne pouvait presque pas pénétrer parce qu'elle était sous administration non pas des Tamouls, il faut bien différencier les tigres tamouls qui étaient ce mouvement séparatiste armé, il s'appelait officiellement le tigre libérateur de l'Eleam tamoul, donc ils voulaient reprendre la souveraineté de l'île qui considérait qu'elle leur appartenait depuis des siècles, et les Tamouls en général, qui sont une ethnie installée dans cette partie de l'île. Eux, en quelque sorte, ils n'y pouvaient rien, ils s'y trouvaient pris entre deux feux. Voilà. Alors, cette guerre s'est terminée de façon absolument épouvantable par un massacre au mois de mai 2009, qui a été célébré par le gouvernement sri-lankais comme l'écrasement définitif des forces du mal, vraiment quelque chose de très manichéen, et où même l'ONU, qui est parfois un peu difficile à faire intervenir sur des faits de ce genre, a parlé d'un des plus gros massacres de notre temps. Des milliers de civils qui étaient prisonniers dans une enclave où s'étaient réfugiés les derniers membres de l'armée des Tigres, et ils ont été piégés là et bombardés à l'arme lourde. Tout le monde est mort, hommes, femmes, enfants, par l'armée sri-lankaise. Alors, les exactions, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, elles ont été faites des deux côtés, comme dans toute guerre civile. Mais ce massacre final des civils, pour lesquels on n'a même pas pu pouvoir faire un couloir humanitaire pour les faire sortir. L'ONU a envoyé des émissaires sur place, toutes les ONG ont crié au massacre, personne n'a rien fait. Maintenant, il y a des preuves de ce massacre et de tous ceux qui ont eu lieu avant, c'est-à-dire
des centaines et des centaines de civils qui ont été fusillés par l'armée, des disparitions, des inexpliquées, ce qu'on appelle des crimes de guerre. Maintenant, les preuves ont été rassemblées depuis 2009 et ont fait l'objet déjà de plusieurs études à l'ONU. Donc, le gouvernement sri-lankais a été officiellement accusé de crimes de guerre. Et voilà quand même un petit peu l'évolution de la situation depuis 2009, où on pensait l'affaire réglée. Et selon les personnes qui sont encore dans la capacité de s'exprimer dans la partie nord de l'île, parce qu'elle est encore sous occupation militaire, ce qu'on ignore, c'est plus le cas, la guerre est finie. Il y a toujours des soldats, un couvre-feu, les civils qui avaient été déplacés par la guerre n'ont toujours pas pu, pour la plus grande part, regagner leur village, qui ont été transformés en base militaire par l'armée, base militaire permanente. La plupart vivent dans la jungle sans aucun abri. Leur langue tamoule est interdite sur le territoire. Tous les panneaux de signalisation ont été remplacés par des panneaux en singalais. Les églises, les temples ont été presque tous rasés, remplacés par des stupas bouddhistes. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que dans l'esprit sri-lankais, bouddhiste équivaut à singalais, et tamoul équivaut à non-bouddhiste, c'est-à-dire ça regroupe les chrétiens, les hindous, éventuellement les musulmans. C'est très étrange. Donc en fait, il y a un esprit très fortement nationaliste du côté bouddhiste qui veut défendre l'île sri-lankaise contre toute intrusion étrangère qui est perçue comme menaçante pour l'identité. Voilà. Alors la situation, pour répondre à votre question, des Tamouls aujourd'hui est pire qu'avant la guerre. On peut le dire. En tout cas, c'est ce que dénoncent beaucoup d'évêques catholiques du nord de l'île qui ont pendant toute la guerre défendu leur population, qu'elle soit hindoue, musulmane ou chrétienne, et qui ne cessent de répéter, d'envoyer des appels à l'ONU, de dire c'est un génocide qui a lieu à l'heure actuelle. Depuis la fin de la guerre, c'est un génocide. Avant, c'était une guerre civile. Tout le monde se battait. Ça paraissait clair. Maintenant, c'est un génocide silencieux. Alors parmi ces évêques, il y a principalement l'évêque de Mannar, Monseigneur Rayapu Joseph. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui et sur son action au Sri Lanka ? Alors lui, c'est vraiment le leader de, on va dire, l'opposition au parti bouddhiste dominant qui partage le pouvoir au sein d'une coalition avec les autres partis que le président Mahinda Rajapaksa a rassemblés autour de lui. On peut dire véritablement que le Sri Lanka est gouverné par un parti bouddhiste, le GHU, très virulent, et l'évêque de Mannar ne cesse de mettre en garde la communauté internationale en disant les choses se dégradent. Je me fais le porte-parole, non pas des chrétiens ou des catholiques du nord de l'île, mais des Tamouls en général, pour dire qu'il se passe des choses pour lesquelles personne n'a songé à intervenir. Donc c'est lui qui a alerté, il a été l'un des premiers à alerter la communauté internationale, l'ONU, à écrire à la commissaire chargée des droits de l'homme, les Pillai, de l'ONU, et pour cela il s'est fait menacer d'emprisonnement, il s'est fait fustiger, harceler. Il ne se passe pas de semaine sans qu'il soit suivi par la police sri-lankaise ou convoqué par l'armée ou qu'on lui fasse des tas de reproches. Notamment, le pire au Sri Lanka qu'on puisse vous reprocher, c'est d'être anti-national, d'être contre le gouvernement, c'est un crime. Et cet évêque a fini par rallier autour de lui beaucoup de catholiques, beaucoup aussi d'églises protestantes, aussi d'autres mouvements qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont tamouls, et qui ont vu en lui le leader qui allait pouvoir les défendre. Mais il le paye cher. Est-ce que pour autant on peut dire que l'Église catholique sri-lankaise est unie sur le sujet ? Voilà, alors c'est là où il s'est passé quelque chose d'un peu étonnant à la fin de la guerre. Jusqu'en 2009, au moment de ce massacre, et puis où les choses sont mises en place, l'église sri-lankaise était en quelque sorte l'espoir du Sri Lanka pour la réconciliation. Parce qu'elle a quand même cette particularité d'avoir en son sein à la fois des Tamouls et des Singalais. Donc c'est vrai que elle a entre les mains un potentiel
pour faire appliquer cette réconciliation. Et c'était d'ailleurs, au moment de la guerre civile, c'était les prêtres catholiques, vraiment pratiquement qu'eux, qui pouvaient pénétrer dans les camps de réfugiés, qui pouvaient parfois servir de messagers ou de médiateurs entre les tigres tamouls et le gouvernement, et essayer un peu d'aplanir la situation, les difficultés, avec une neutralité qui à l'époque était vraiment réelle, puisqu'ils n'étaient pas engagés dans ce conflit qui était le gouvernement sri-lankais contre un mouvement séparatiste. L'Église n'était distincte dans l'un ni dans l'autre. Bon. Mais après la guerre, il s'est produit un phénomène que personne n'attendait, c'est-à-dire que, curieusement, les catholiques ont dû choisir leur camp. Avant, c'était facile. On était du côté des opprimés, on avait envoyé des colis, même à Colombo, ils envoyaient des colis sans arrêt aux réfugiés tamouls. Et là, il y a eu une séparation totale de communication entre le nord de l'île et le reste. Le message du gouvernement, c'était « la guerre est terminée, nous avons écrasé le mal, il n'y a plus de tigres tamouls, la paix est rétablie grâce au gouvernement sri-lankais ». C'est un message qui a été dispersé partout dans l'île. Dans le nord de l'île, les évêques catholiques ont essayé de dire « non, la réconciliation n'est pas en route, non, il y a une singalisation forcée ». Non, il y a des personnes qui sont enlevées, c'était même pas le cas avant. Il y a des milliers et des milliers de personnes dont nous ne savons pas ce qu'elles sont devenues après la fin de la guerre. Des défenseurs des droits de l'homme qui ont été fusillés, on ne sait pas pourquoi. Nous n'avons plus le droit de pratiquer le culte, on nous empêche de sortir de nos maisons. Et donc tout cela a réveillé finalement quelque chose qui devait exister avant et qui était une scission au sein de l'Église, puisqu'il y a eu opposition des leaders du Nord et des représentants, je dirais, de l'Église catholique qui sont dans la partie de l'île où les choses ne sont pas en conflit, comme l'archevêché de Colombo, à la tête duquel se trouve le cardinal Ranjit, donc c'est quand même un cardinal en Asie, c'est le premier cardinal au Sri Lanka, à la tête de l'église sri-lankaise, qui s'est publiquement déclaré contre les déclarations des évêques catholiques du Nord. Et puis Monseigneur Rajaput, dont vous avez parlé, lui a pris l'initiative de lancer un appel à l'ONU en criant au génocide des populations tamoules, en disant la guerre n'a rien réglé, au contraire, c'est pire qu'avant. Et c'était extrêmement mal pris. Et c'est là où est venu au jour ce conflit réel qui existe, une scission qui est apparue au sein de l'Église. C'est-à-dire que la séparation très importante qu'il y a entre la population singalaise et la population tamoule existe également au sein de l'Église. Et là, elle est apparue au grand jour. Monseigneur Ranjit, il est singalais, Monseigneur Rajaput, il est tamoul. Alors vous me disiez que dans un premier temps, on aurait pu croire que l'Église avait ce rôle de réconciliation. Finalement, c'est le gouvernement sri-lankais qui s'en charge, avec Mahinda Rajapaksa qui est à la tête d'une commission de réconciliation. De quoi est chargée cette commission et remplit-elle réellement son rôle ? Excellente question. Alors, le LRC, je ne veux pas vous faire le détail parce que c'est un petit peu compliqué, mais en gros ça veut dire la commission pour la réconciliation et la réparation des choses à partir des leçons du passé. C'est très sri-lankais comme façon de présenter les choses, et c'est le président lui-même qui est à la tête de la commission, donc ça laisse déjà un léger doute quant à son impartialité, parce qu'il a été demandé très fermement par l'ONU de faire une commission indépendante sur les crimes de guerre qui étaient imputés au gouvernement sri-lankais. Alors c'est le gouvernement sri-lankais qui a dit c'est une question de souveraineté nationale, on ne va laisser personne enquêter à notre place parce que c'est une insulte faite à nos prérogatives, donc nous allons nous-mêmes enquêter sur l'éventualité des crimes commis au sein de notre armée. Donc, à partir de là, la communauté internationale a considéré que ça n'était pas acceptable, mais il n'y a pas eu de négociation possible. Donc cette commission a été entrée en fonction, a fait une enquête, et d'ailleurs les évêques ont joué le jeu, c'est bien ceux du nord, du sud, de toute l'île, sont venus rendre un rapport des exactions ou des améliorations qui ont pu être faites par rapport à
à ces efforts de réconciliation entre les différentes composantes ethniques de l'île. Bien entendu, vous en doutez, Monseigneur Rayapou et les évêques du Nord ont parlé de tout ce qui se passait et du fait qu'il n'y avait aucune réconciliation, mais au contraire une aggravation avec cette singalisation forcée, les disparitions non résolues et que rien n'avait été mis en place. De son côté, sans surprise, il y a à peu près 1 an et demi, presque 2 ans, cette commission a rendu son rapport aux Nations Unies en blanchissant, sans surprise, totalement l'armée sri-lankaise des exactions qui lui avaient été imputées. Donc ça n'a pas été pris très au sérieux par l'ONU, qui l'a fait savoir et qui a demandé à nouveau qu'une commission extérieure, pas de juge et partie, extérieure au gouvernement, puisse enquêter et juger des actes commis par le gouvernement en question. Ça a été à nouveau refusé et Navi Pillay, la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a demandé à plusieurs reprises à venir au Sri Lanka pour diligenter cette enquête. Ça lui a été refusé pendant des années, des mois, et puis la situation s'est débloquée brutalement cet été, et au mois d'août, elle a été autorisée à rentrer au Sri Lanka. C'est vraiment une grande nouvelle, une première, probablement due au fait qu'il y a une grande réunion qui va bientôt avoir lieu au Sri Lanka. Le président insiste là-dessus depuis des années. C'est le rassemblement du Commonwealth qui va avoir lieu à Colombo. Et on avait fait très clairement entendre à Mahinda Rajapaksa que s'il refusait la venue sur son territoire des experts de l'ONU, il n'y aurait pas de réunion du Commonwealth. Donc comme il y tient absolument, parce qu'il a besoin de redorer son blason vis-à-vis de la communauté internationale qui ne cesse de critiquer la façon dont il gère les droits de l'homme au Sri Lanka, ça devient de plus en plus important, ces critiques, a accepté donc la venue de la commissaire, qui a fait un rapport qui est venu et qui a fait un rapport très défavorable, évidemment, sur les droits de l'homme et la non-réconciliation qui avait été pourtant demandée clairement à Colombo, au Sri Lanka. Suite à ça, c'est une espèce d'effet boule de neige, cette réunion du Commonwealth risque de mal se passer, parce que là, le 7 octobre, le Premier ministre du Canada a dit qu'il ne viendrait pas. C'est une certitude. Le Canada pesait d'un poids assez important quand même pour décider les autres pays qui n'osaient pas jusqu'à présent à boycotter également ce rendez-vous du Commonwealth. Cameron est particulièrement critiqué en ce moment parce qu'il avait dit qu'il viendrait quand même, qu'il ferait des réflexions sur les droits de l'homme au Sri Lanka, mais qu'il ne pouvait pas se permettre de boycotter. En revanche, l'Inde est en train de dire, elle a sorti un communiqué vendredi dernier, donc c'est tout récent, commence à dire qu'elle réfléchit sérieusement à ne pas venir. Et ça, c'est très très nouveau, parce que jusqu'à présent, elle avait toujours soutenu... fait attention à ne pas se mettre Colombo à dos, parce qu'ils ont beaucoup de liens économiques, politiques, etc. Et c'est important pour elle de maintenir une bonne entente. Mais là, Manmohan Singh a dit qu'il réfléchissait vraiment à la possibilité de ne pas venir. Et ça risque d'entraîner tous les autres pays, parce que c'est quand même le membre le plus important du Commonwealth qui ne va pas venir. Voilà. Alors là, c'est peut-être la première fois qu'il y a une vraie réaction de la communauté internationale par rapport à ces faits reprochés au gouvernement de Colombo. Donc vous nous disiez que Navi Pillay, qui est la haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, s'était rendue fin août sur place au Sri Lanka. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement comment s'est déroulée sa visite et quel rapport a-t-elle pu avoir avec les populations locales ? Alors, elle a fait de son mieux. C'est un dossier qu'elle connaît très très bien. Donc elle se doutait que ce serait très difficile de rentrer en contact avec les populations. Ce dossier, elle l'a en main depuis que les premières plaintes sont arrivées à l'ONU, les premiers rapports faisant état de crimes de guerre commis par l'armée sri-lankaise, aussi les tigres tamouls, bien entendu. Les tigres tamouls ne sont plus vraiment là pour en parler, parce qu'ils ils ont perdu, ils ont été exterminés, on peut le dire. Depuis le début, elle dit qu'il faut que le gouvernement sri-lankais arrête de nier ces crimes de guerre, parce que maintenant on a les preuves qu'elles ont existé, mais qu'il accepte que l'on puisse
essayer de négocier quelque chose pour améliorer la situation. Donc, comme je vous le disais, elle est venue, et ça a été un événement très angoissant, je dirais, pour le gouvernement Colombo, fin août. C'est au point que le jour de son départ, Mahinda Rajapaksa a pris l'avion pour la Biélorussie pour ne pas la rencontrer. Il est revenu quand elle est partie. Avec une certaine dose d'humour, Navi Pillai, qui en fait est d'origine tamoule, donc peut s'exprimer directement avec les populations. On n'a pas besoin d'interprète qui lui aurait été fourni par le gouvernement sri-lankais, a pu avoir un petit peu les mains libres dans une certaine mesure, puisqu'elle a demandé à rencontrer les victimes et les survivants de la guerre, et notamment de la dernière phase de la guerre, celle qui fait problème. Ces personnes ont demandé à s'entretenir en tête-à-tête avec elle. Ça n'a pas pu l'obtenir. Il y avait quand même tout autour d'elle un entourage assez proche du côté singalais qui du mal à les écarter, mais elle l'a demandé, et elle a même demandé, ça a été dit par tous les journaux, aux victimes de s'approcher d'elle et de chuchoter à son oreille. Et avant de partir, elle a prévenu qu'elle ne voulait pas entendre parler de représailles sur ces personnes qui avaient eu le courage de s'exprimer. Il y en a eu. Bon. Mais elle a su ce qui s'était passé, et puis surtout, elle a fait preuve d'un certain discernement, puisqu'il y a eu, dans les premiers jours de son séjour à Jaffna, une grande réunion où elle a rencontré dans la bibliothèque de Jaffna tous les hauts responsables. Jaffna, c'est dans le nord de l'île, c'est une des villes phares qui étaient tenues par les tigres tamouls et qui a été l'une des plus touchées par la guerre civile. Elle a rencontré les responsables de la reconstruction et de la militarisation en fait, de la zone, qui lui ont dit que tout se passait bien et que tout était en train d'être remis en place, que les populations étaient revenues dans leur village, etc. Et pendant ce temps-là, dehors, attendaient des milliers et des milliers de gens qui attendaient sa sortie, avec d'énormes placards où il y avait inscrit justice pour les Tamouls. Ils brandissaient les portraits de tous leurs proches disparus depuis la guerre, dont ils n'avaient pas de nouvelles. Ils voulaient alerter la haut-commissaire sur le fait qu'il y avait un très gros dossier qui était les disparitions par milliers de civils depuis la fin de la guerre. Sachant cela, les autorités sri-lankaises ont fait sortir Navi Pillai par une autre porte dérobée. Et bien entendu, elle s'est interrogée sur cette sortie précipitée et elle a su ce qui s'était passé. Semble-t-il, elle a été très en colère et a demandé à gérer la suite de la visite. Donc il y avait un chemin très balisé et elle a demandé à s'en écarter pour justement rencontrer les populations et voir ce qu'on voulait lui cacher. Elle peut être déterminée quand elle veut. Et donc ça a été vraiment la panique dans le stade d'organisation et les portables ont dû beaucoup fonctionner. C'est le côté un peu comique de cette visite qui en elle-même n'est pas très drôle, en territoire un peu occupé. Et en fait, on a camouflé à toute vitesse toutes les traces de bouddhisation et de singalisation de cette région, c'est-à-dire les stupas qui avaient été bâtis très vite sur des temples qu'on avait démolis, des statues érigées à la gloire des combattants de l'armée sri-lankaise, là où des milliers de civils avaient été massacrés, ce que ne fait pas la population, etc., etc. Et on a mis des grandes bâches avec écrit en travaux. Donc elle est passée devant des villages et des villages où tout était en travaux. C'est un peu interrogé sur ces travaux en cours, mais je pense qu'elle n'a pas été dupe. Elle a rendu en septembre un rapport extrêmement clair où elle faisait part du fait que les consignes demandées par l'ONU à la commission dirigée par Rajapaksa, les consignes d'application pour améliorer les droits de l'homme, n'avaient pas été respectées. Elle l'a dit clairement. Donc voilà, cette visite s'est quand même résolue par une confirmation de ces suspicions de crimes de guerre. Merci beaucoup Marie-Sophie Boulanger d'être venue nous faire part de votre analyse aujourd'hui sur Orient Extrême. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.
Cette émission touche à sa fin. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Pour réagir, nous envoyer des idées, nous suggérer des thèmes et des invités. Une seule adresse, orientextrême@gmail.com. Vous pouvez également retrouver le podcast de l'émission et toutes les offres de volontariat sur le site des Missions étrangères de Paris, www.mepasi.org. À bientôt. Radio Notre-Dame. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 15h, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre. Écoute dans la nuit. Dans Écoute dans la nuit, nous faisons chaque soir une découverte. Dieu trace un chemin dans le cœur de tous les hommes. Partez avec moi dans cette aventure passionnante en apportant vos questions, vos témoignages, votre réflexion. Alors n'hésitez pas, je compte sur vous. Écoute dans la nuit, présenté par Chantal Bally, du mardi au vendredi à 22h. Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi, c'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame. Au rendez-vous de l'histoire. Bonjour, ici Éric Picard. Je vous retrouve chaque semaine pour vous raconter l'histoire des chrétiens, les hommes et les femmes, connus ou non, dont nous sommes les héritiers. Au rendez-vous de l'histoire avec Éric Picard, tous les mercredis à 21h sur Radio Notre-Dame. Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h. Vous écoutez Radio Notre-Dame. Tout de suite, le chapelet en direct de Lourdes en union avec les catholiques du monde entier.